BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et évidemment je suis très heureux de vous retrouver. Bon week-end et merci d'être là. Alors peut-être êtes-vous sur la chaîne YouTube de Tech Co, peut-être êtes-vous en train de nous écouter en podcast, en train de nous regarder sur la chaîne Tech Co ou sur BFM Business en tout cas, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Merci de suivre De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech du week-end avec en deuxième partie tout à l'heure le défi que nous avons donné au Labo Fnac et à Lionel Costa, vous dégoter les meilleurs smartphones à moins de 500 €. C'est pas une mince affaire, vous allez voir qu'il y a pas mal de choix. Est-ce qu'on peut s'offrir un iPhone à moins de 500 €? Tiens, on posera la question tout à l'heure à Lionel Costa, vous verrez, la réponse est assez étonnante. Je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez nous joindre. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour De quoi je me mêle. Et on commence De quoi je me mêle par le Club de la Presse IT. Bien sûr, on va revenir sur l'actualité très riche de ces derniers jours avec Anthony Morel qui est là. Bonjour Anthony. Bonjour. Qui a pris une petite semaine de vacances, revient frais comme un gardon. Ah oui, à fond. Tant qu'on n'est pas remplacé par ChatGPT, je suis là. Ouais, il va falloir se dépêcher. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais on va en parler dans un instant. Alors, Anthony, vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, entre midi et 2 sur RMC Story. Et en face d'Anthony, c'est Gonzague d'Ambricourt. Salut Gonzague. Messieurs, Ravi de te retrouver. ravi d'être avec vous. Voilà, un passionné de tech, un entrepreneur, un blogueur. Lui, c'est Gonzague d'Ambricourt. Ça fait un peu bande-annonce, Très en tu forme. sais, c'est superbe. Alors, dans l'actualité, messieurs, GPT-4 a été annoncé. On a tous été bluffés par la version 3.5. GPT-4, visiblement, nous en met plein la vue. Alors, je sais que tu en parles beaucoup dans tes chroniques, Anthony. J'imagine que tu as eu le temps de te poser sur le sujet. Ça va être intéressant aussi d'avoir le point de vue de Gonzague. Donc voilà, une accélération de cette IA conversationnelle, comme on dit. C'est ça, ou générative. Ouais. Et c'est vrai que c'est fou. La vitesse à laquelle ça va, en fait, c'est ça le truc, moi, qui me frappe. C'est-à-dire qu'on est en train, là, probablement de vivre la plus grande révolution technologique de ces 15 dernières années. Je pense depuis l'iPhone, on n'avait pas connu ça. On parlait de rupture technologique il y a quelques temps de cela, c'est vrai, on y est. Ouais, on y est. Vraiment, là, on sent qu'il se passe un truc, qu'il y a une effervescence autour de ça. Et surtout, ça va très, 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 très vite. C'est-à-dire que ChatGPT, donc, qui se base sur GPT 3.5, parce que c'est la brique de base technologique, était déjà extrêmement impressionnant. Et là, on a eu donc l'annonce de GPT-4, donc par OpenAI, qui est l'entreprise qui fabrique tout ça. Alors, qu'on n'a pas pu tester, il faut être honnête. Pour l'instant, on en a la promesse, on a vu des démonstrations, on verra ce que ça donne une fois qu'on l'a testé pour de vrai. Oui, parce qu'il faut être sur liste d'attente, ou il faut payer, je crois. Enfin, il y a pas mal de... pour l'instant, il faut passer par mal d'obstacles. C'est ça, il y a peu de gens qui ont pu le tester, mais c'est vrai que c'est absolument dingue. Alors, ce que nous dit Sam Altman, le patron et le fondateur d'OpenAI, c'est que par rapport à ChatGPT, la version qu'on a tous utilisée, il y a une différence de degré et pas une différence de nature. C'est-à-dire que ça va être encore plus impressionnant sur la qualité des résultats qu'elle va nous donner, sur sa capacité à raisonner presque comme un être humain, sur sa capacité de créativité lorsqu'on lui demande par exemple d'écrire un scénario, d'écrire un poème, d'écrire une chanson. Cette IA va même être capable de faire preuve d'humour, ce qui était l'un des points faibles de GPT 3.5 de ChatGPT. Et alors, il y a deux nouveautés assez intéressantes. La première, c'est que pour tester son intelligence, ils lui ont fait passer des examens à GPT-4, comme le ferait un étudiant humain. Et donc, on lui a fait notamment passer l'examen du barreau aux États-Unis. Donc, c'est l'examen pour devenir avocat. C'est quand même pas rien. Et les copies rédigées par GPT-4 se placent dans les 10% des meilleures copies. Alors que celles de ChatGPT, jusque-là, se plaçaient dans les 10% des moins bonnes copies. Donc, c'est pour vous dire l'écart de niveau. Déjà, ça c'est assez impressionnant. Et la deuxième grande nouveauté, c'est que en fait, on a donné des yeux à cette intelligence artificielle qui jusque-là était purement textuelle et qui maintenant va être capable d'analyser des images. Alors ça nous ouvre un monde de possibilités absolument dingue. On a vu des démos. Alors, truc tout simple, c'est-à-dire qu'elle va comprendre non seulement ce qu'il y a sur l'image, mais on va dire les interactions entre les différents objets et des relations logiques. Par exemple, pour ceux qui nous regardent, là, on voyait des ballons de baudruche qui sont reliés au sol par une ficelle. Et donc, tu demandes à GPT-4 qu'est-ce qui se passe si je coupe les ficelles ? Elle va te répondre les ballons vont s'envoler.
C'est-à-dire qu'elle va raisonner en fait comme un cerveau humain. C'est-à-dire qu'elle va détecter que c'est un ballon qui est accroché à un fil. Exactement. Et que si on coupe le fil, le ballon s'envole. T'imagines, c'est dingue d'un point de vue technologique de pouvoir faire cette relation-là. Et il y a d'autres exemples assez spectaculaires. Il faudrait que je réfléchisse pour comprendre ça. Alors tu sais, tu dis ça en rigolant, mais il y a d'autres exemples où par exemple le GPT-4 va pouvoir par exemple t'expliquer un dessin humoristique que tu n'as pas compris. Il y a eu des exemples de ça. Alors, il te montrait un mème où, alors c'était un truc qui n'était pas ultra drôle, mais c'était un mec qui essayait de charger son iPhone avec un câble HDMI ou un câble VGA, un très gros câble. Forcément, ça marche pas. Donc voilà, c'est drôle. Bon, pourquoi pas. Et donc, on demande à GPT-4. Enfin, ça fait surtout rire Tim Cook, je pense. Oui, ça fait sûrement avec ses problèmes d'USB-C. Et donc, tu lui demandes pourquoi cette image est drôle. Et elle t'explique, elle dit parce que le câble HDMI, ça peut pas fonctionner avec un iPhone. Enfin, tu vois le truc quand même. C'est-à-dire que cette IA, elle est capable de détecter ça. C'est absolument dingue. Donc voilà, quelques-uns des exemples. Je vais laisser Gonzague en parler un petit peu. Il y a plein d'autres choses évidemment, mais c'est quand même assez spectaculaire, quoi. Gonzague, j'imagine que tu as suivi. Bien sûr. En fait, on avait une conversation avec Anthony juste arrivé en plateau. Donc il y avait l'examen du barreau. Il a réussi aussi l'examen pour entrer à Ivy League, une prestigieuse université américaine. Et ChatGPT, pas ChatGPT, attention, GPT-4 s'est fait passer pour un humain auprès d'un autre humain pour remplir un CAPTCHA. Donc, vous savez, les choses qu'il faut remplir pour accéder à certains sites web, en se faisant passer pour un humain malvoyant. Alors, d'ailleurs, c'est un des vrais usages à venir de GPT-4. C'est cette fonction d'analyse d'image, elle va pouvoir aider les malvoyants, puisqu'on va pouvoir faire analyser à peu près tout type d'image. Mais on revient un peu dans le tort et la peur qu'on avait avec l'histoire de Google qui appelait des commerces en se faisant passer pour un humain pour demander vous êtes toujours ouvert, etc. Là, de ne pas pouvoir faire la distinction entre la machine et l'homme et que la machine se fasse passer pour un homme, c'est tout à fait les scénarios Terminator, etc. Donc ça fait un peu peur. Effectivement, on parlait du fait que c'est pas très accessible pour l'instant à tester. Donc, il y a un abonnement pour les développeurs qui va être basé sur l'utilisation, c'est-à-dire le nombre de requêtes qu'ils vont faire, le nombre de mots, la complexité, etc. Un abonnement à $20 aussi sans analyse d'image qui est assez basique. Ce qui est aussi compliqué, c'est que pour cette release qui est venue finalement si peu de temps après GPT 3.5, donc c'est vrai que c'est ça le côté très très impressionnant. Et déjà, GPT 3.5, ça va être le produit technologique le plus vite adopté depuis tout ce qu'on connaît. Donc incroyable. Il y a un petit côté secret parce que OpenAI, la start-up californienne, ne donne quasiment aucun détail sur comment ils ont entraîné ce modèle, sur quel matériel ça fonctionne, quelle est la taille du modèle, parce qu'en fait, on parle de taille. Pourquoi ils ont peur de la concurrence et ils ont aussi peur de dévoiler des failles dans le système. On a bien vu ce que pouvaient donner les failles dans le système avec les démos de Microsoft, Bing, etc. Ou avec Bard. Donc, on est plus dans le secret. C'est marrant, c'est que ça va être dispo à beaucoup plus de gens qu'avant encore. Ça sera intégré dans une tonne de produits. Maintenant, c'est dispo dans tout. Enfin, il y a de l'intelligence artificielle dans absolument tout aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'OpenAI, en plus, au départ, la philosophie d'OpenAI, c'était, on est sur du logiciel ouvert, bien sûr, on va pouvoir partager toutes les trouvailles qu'on a faites, etc. Alors ça, c'était un petit peu la philosophie de départ. On voit que, sans doute, suite à l'arrivée de Microsoft et aux milliards que Microsoft a dit, on resserre les boulons. Et cette technologie qui, au départ, devait être partagée pour les bienfaits de l'humanité, maintenant, elle est pour le bienfait de Microsoft. Microsoft qui a mis 10 milliards, je comprends qu'il soit moins partageur que l'esprit d'origine. C'est très clair. Mais oui, tu as raison. C'était pas la philosophie de départ d'OpenAI. Et d'ailleurs, ça a été reproché par Elon Musk, qui était l'un des fondateurs d'OpenAI. Et il dit, en gros, ils se sont vendus à Microsoft. En gros, c'est la critique qu'il leur fait. Après, c'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Et alors, c'est intéressant parce que GPT-4 est déjà intégré en fait dans Bing. Ceux qui ont eu la chance de tester ChatGPT pour Bing, alors c'est un peu compliqué entre GPT 3.5, 4, etc. Ceux qui ont eu la chance de tester ChatGPT dans Bing, en fait, ils ne le savaient pas, mais c'était secret, mais c'était déjà GPT-4 qui fonctionnait en sourdine, si l'on peut dire. Pour tester, pour voir comment ça passait, peut-être en montée en puissance aussi, par rapport au serveur. Ce qui est hyper intéressant, je trouve aussi dans cette annonce, au-delà de la puissance considérable là, qui arrive avec ce nouvel outil. Alors oui, d'ailleurs, petite parenthèse, mais vous avez certainement vu cet extrait de la démonstration qui est devenu viral, qui pour moi a été le truc le plus spectaculaire dans la démo GPT-4. C'était ce démonstrateur qui veut faire un site internet. Et donc, il gribouille 2-3 pattes de mouche sur son carnet, une sorte de croquis, quoi, si tu veux. Il prend en photo la page de son carnet, il demande à GPT-4 « fais-moi un site internet » et le site est codé en quelques secondes. C'est quand même assez dingue. Voilà. Donc ça, c'est quand même très, très, très spectaculaire. Très spectaculaire. Alors bon, nous, on ne fait pas des sites internet tous les jours. On ne se sent pas visé.
mais les boîtes qui sont là dans la création de sites, qui vendent ces prestations parfois très très chères, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que ça pose une vraie question sur la transformation nécessaire de plein de métiers. C'est vrai pour les développeurs informatiques, c'est vrai pour plein de métiers. Il y a eu une étude très intéressante qui a été publiée alors, un petit peu avant la présentation. Aux États-Unis, on a demandé à 1000 chefs d'entreprise américains, en gros, leur usage de ChatGPT. Il y a la moitié qui disent qu'ils ont déjà intégré ChatGPT dans leur process, d'une manière ou d'une autre. Et il y a un quart des chefs d'entreprise américains qui disent « j'ai déjà supprimé des emplois, viré des gens pour les remplacer par ChatGPT ». Donc dans plein de domaines, si tu veux. Et il y a eu un exemple qui a été assez frappant là, il y a quelques jours. C'est pour, alors, ça ne va pas nous réjouir, nous, hein, c'est les journalistes. Axel Springer, grand groupe de médias, a annoncé des suppressions de postes en disant attendez, les journalistes ils servent pas tous en fait quoi. Il y a des journalistes qui font de la correction, il y en a qui font de ce qu'on appelle du bâtonnage, donc ils vont reprendre une info qui a déjà été publiée, la remettre un petit peu à leur sauce, la réécrire, etc. Ça c'est GPT-4 le fera. GPT 3.5 le faisait super. Et le 4 le fera encore mieux. Évidemment. Donc tu n'as plus besoin, donc tu vires des gens en fait, tout simplement. Et en plus dans l'économie de la nouvelle, donc des médias, l'instantanéité, la rapidité prime beaucoup. Donc là, de pouvoir, par exemple, transformer toutes les dépêches AFP en quelques secondes en des articles qui finissent sur ton site internet ou des bandeaux qui défilent sur une télé, c'est incroyable. Ouais. Donc évidemment, et on ne peut pas rivaliser. Et tu plugues un assistant vocal là-dessus. Alors là, en plus, là, Anthony Morel, François Sorel. Là, tu fais le café. Là on n'a plus d'émission. Anthony GPT et François Chat. C'est ça. Et je pense qu'il faut qu'on s'ouvre une pizzeria. C'est ça. Voilà, je pense que Non, en vrai, non. Parce que je pense que justement, ce qui va rester, c'est pour ça que je disais que les métiers vont devoir se réinventer, c'est chercher où l'humain peut encore avoir une valeur ajoutée par rapport à la machine. Je pense que ce qu'on fait, nous, alors c'est pas pour nous vanter ou quoi, mais il y a une partie d'humain, un truc qui, en tout cas, dans le court terme, je pense pourra pas être remplacé comme ça par l'intelligence artificielle, parce que voilà, on est là, on débat, on discute. Moi, j'ai essayé pour blaguer, entre guillemets, de faire écrire une chronique par ChatGPT. Et en fait, ça rend pas très bien parce que déjà il y a pas l'oralité, t'es pas non plus, tu vois, tu fais un truc très propre, très cadré, c'est nickel, mais c'est pas un truc que tu peux faire à la radio ou à la télé. Bon voilà. Et je pense que dans tous les métiers en fait, il y a des moyens comme ça de réinventer, de trouver de la valeur ajoutée. Oui, c'est peut-être un peu un supplément d'âme. C'est ça. Voilà, qui fait que aujourd'hui, un humain doit façonner peut-être son discours pour être le plus compréhensible pour d'autres humains. Et ça, ChatGPT ne l'a pas encore. Je pense qu'il y a des choses, effectivement, alors, sur la partie créativité, même si on voit que ça s'améliore beaucoup, l'humain a encore une valeur ajoutée. L'exemple qu'on prend souvent avec l'intelligence artificielle, c'est celui de la médecine, où on a des IA aujourd'hui qui sont capables de détecter un problème sur une radio, un cancer, etc., de manière plus efficace que l'œil d'un médecin humain. Mais ça ne veut pas dire qu'on va remplacer le médecin, ça va être un filet de sécurité pour le médecin. Le médecin va pouvoir se concentrer sur peut-être les cas les plus complexes, peut-être sur la relation avec le patient, sur l'humain en fait. Ça, la machine ne pourra jamais le faire. Donc dans tous les métiers, je pense qu'il y a comme ça une manière de se réinventer. Mais j'ai demandé, c'est marrant parce que j'ai posé la question du coup à ChatGPT, fais-moi la liste de tous les métiers que tu vas remplacer dans les années qui viennent. Et en fait, alors elle me répondait cash il y a encore 15 jours, et là, depuis quelques jours, elle prend beaucoup plus de pincettes, des fois elle refuse même de répondre, elle dit non, mais je suis pas là pour remplacer les humains, mais il va falloir réinventer quelques métiers, etc. Tu vois, elle te fait une réponse comme ça, avec beaucoup de circonvolutions, c'est assez rigolo. Gonzague, est-ce que tu penses que... alors, toi, tu es dans un métier... enfin, ton métier principal qui est entrepreneur et tu es dans le réseau, etc. Est-ce que tu réfléchis déjà à l'adoption de ce type de technologie pour toi, ou finalement, aujourd'hui, tu vois pas trop l'intérêt ? Si. Alors, on réfléchit à deux choses. On réfléchit au no-code qui permet d'aller connecter des applications entre elles avec une grande facilité, et on réfléchit à l'intelligence artificielle, au machine learning, à comment ça peut servir dans notre métier, et aussi peut-être les parties de conseils qu'on fait aujourd'hui et qui n'auront plus sens demain parce qu'elles seront mieux faites par une machine, elles seront faites plus rapidement. Automatiser les conseils. Exactement. En quelque sorte. Par exemple, là, quand on va installer du Wi-Fi dans une société, tu as des outils pour analyser l'endroit, et ça se fait avec un humain qui se déplace avec des équipements pour faire des mesures. Demain, peut-être que c'est un robot et que c'est GPT-4 qui dit il faut des bornes Wi-Fi à tel endroit, et que toi, tu ne sers plus dans cette partie-là. Donc, c'est super important parce que sinon, ton boulot, il est détruit. Et après, c'est aussi voir comment tu peux t'en servir pour
amener des choses pertinentes et intéressantes à tes clients et comment c'est dispo dans les outils qu'on propose. C'est pas évident, hein. C'est un vrai virage à prendre et je pense qu'il faut pas le rater. Il faut pas se dire oh là là, trop frileux ou. Ouais, c'est vrai qu'on se retrouve aussi devant un Eldorado de nouveaux métiers, de nouveaux business qui s'annonce incroyable. En fait, tout est à construire avec cet outil. Exactement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus dans la parano. Et bon, nous, on est plutôt technophiles, on a tendance à voir le verre d'eau à moitié plein quand on parle de techno. On embrasse plutôt ces technologies que de se... si tu veux, moi, je fais souvent les chroniques sur RMC, donc je parle souvent aussi de ChatGPT. Et c'est vrai que les réactions des auditeurs, la réaction moyenne, c'est quand même plutôt une réaction de crainte. Oui, bien sûr. Et de dire, super. Donc, en gros... Après, c'est typiquement, c'est un peu franco-français, ça aussi. On aime bien être méfiant vis-à-vis des nouvelles technologies. Non, mais je comprends, c'est des interrogations légitimes aussi, tu vois, de se dire, quand on entend ce qu'on vient de dire là, tu te dis, en gros, ça va tous nous mettre au chômage, quoi, en gros. Mais je pense que c'est très juste ce que tu dis sur le fait. Alors, il y a des études. Bon, les chiffres valent ce qu'ils valent, mais qui disent que 80% des métiers qu'on pratiquera en 2035 ne sont pas encore inventés. Bon, je ne sais pas comment on peut savoir que 80% puisqu'ils ne seront pas encore inventés, mais enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont à découvrir, qui sont à inventer. Il y a des métiers auxquels on n'aurait jamais pensé il y a 20 ans et qui sont, tu vois, pilote de drone ou opérateur de drone civil, spécialiste du BIM dans le bâtiment, je ne sais pas, spécialiste de l'impression 3D. Enfin, il y a tellement de choses à inventer. Et même dans le domaine de l'intelligence artificielle, moi si j'avais des enfants, je leur dirais les gars, allez-y, foncez quoi. Il y a 2-3 trucs à faire. Il y a sûrement 2-3 trucs à faire, c'est clair. Mais le truc, c'est que il faut qu'on s'en saisisse maintenant de ces sujets. En France, on a toujours ce truc en général, on regarde une technologie, on s'en méfie, on la régule et on la taxe. En général, c'est comme ça que ça se passe. Là, ce serait pas mal si on prenait les devants, surtout qu'on a quand même des super ingénieurs, des super chercheurs en IA, des super startups. Donc voilà, fonçons, quoi. Allons-y. Alors donc, GPT-4 annoncé, on pourra en parler pendant des heures, mais... Ouais, si je peux juste ajouter un truc sur GPT-4. Vas-y. Il y a un truc qui m'a vraiment intéressé dans la présentation, c'est la volonté d'OpenAI de justement, tu l'évoquais d'un mot, Gonzague, c'est de créer un écosystème applicatif, c'est-à-dire d'intégrer en fait GPT-4 dans tous les aspects de notre vie quotidienne, de pas être juste le chatbot qui répond à tes questions, qui a un côté un peu gadget pour le grand public, mais qui n'est pas forcément très accessible. C'est ça. Si demain on a ChatGPT, on a GPT-4 dans notre voiture ou sur notre smartphone en assistant vocal, ça va tout changer. Exactement. Et là, il y a 2 exemples. Ils se sont alliés avec 2 applications. La première, c'est Be My Eyes, donc pour les malvoyants, qui est incroyable. C'est une appli, je ne sais pas si vous la connaissez, elle existe déjà aujourd'hui sans intelligence artificielle, où tu vas prêter tes yeux à un malvoyant. En gros, le malvoyant, il est devant son frigo, il ne sait pas si sa brique de lait est périmée, et donc il est mis en relation avec toi, qui est volontaire, et toi, tu vas lui dire, parce que tu vois sa brique de lait à distance, par l'appareil photo de son téléphone, tu lui dis, ta brique de lait est périmée. Demain, c'est GPT-4 qui fera ça, qui va décrire en fait le monde qui l'entoure comme un assistant virtuel 24 heures sur 24. Ça, c'est un truc, ça te change la vie. Première chose. Pour les personnes malvoyantes, c'est un truc de fou. Deuxième chose, c'est Duolingo, donc une application d'apprentissage de langue, et ils ont fait qui va intégrer aussi GPT-4, et donc tu pourras par exemple discuter avec un japonais virtuel, comme si c'était un vrai japonais, et donc il va te corriger tes fautes, mais en langage naturel, tu vas discuter de n'importe quoi, etc. Là aussi, tu vois, c'est comme si tu avais un prof 24 heures sur 24 dans ta poche, quoi. Voilà, là, c'est des applications qui sont très concrètes et qui vont beaucoup plus loin que le simple chatbot. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la concurrence est active aussi, on le voit, avec Gmail et Google qui ont dégainé de nouvelles fonctionnalités IA quelques heures avant ou après ChatGPT, en tout cas l'annonce de GPT-4, c'est assez intéressant. Et c'est en plus, ça a l'air d'être assez fort, ce qu'ils présentent Google. En fait, ils rajoutent de l'IA dans leurs outils bureautiques. Oui, alors il y avait déjà eu une petite incursion de suggestions automatiques, de suites de phrases dans Gmail. Je ne sais pas déjà si vous vous souvenez, mais sur Gmail, depuis longtemps, si vous l'utilisez, ça vous propose d'ajouter des destinataires à un mail en se disant, quand vous écrivez à Anthony, vous écrivez souvent à François. Vous les mettez en copie. Vous avez écrit pièce jointe dans votre mail, mais votre mail ne contient aucune pièce jointe. Là, il passe à l'étape d'après, c'est vraiment que Gmail rédige les mails à votre place. Génial. Dans Google Sheets, ils le font aussi déjà. Par exemple, quand tu fais des formules mathématiques et que tu agrandis tes cellules, il va automatiquement deviner il a envie de faire ça. Ou il a mis janvier-février, la suite c'est forcément mars-avril-mai. Ça, c'est le niveau basique de l'intelligence artificielle. Et là, il passe vraiment à l'étape d'après. Et puis, ils ont présenté Google Bard il n'y a pas longtemps. Donc, il y a une volonté
déjà, ils se tirent tous dans les pattes, effectivement, ils font tous des annonces en même temps, en mode nous aussi, qui va prendre le spotlight, qui sera sous le feu des lumières. Pour l'instant, c'est OpenAI, voilà. Il n'y a pas photo. Et je pense que chez Google, ça doit être compliqué à vivre quand même, cette histoire-là. C'est en train d'être intégré dans tous les outils qu'on utilise au quotidien. Je parlais tout à l'heure à Anthony d'un outil qui s'appelle Notion, qui est très utilisé par les startups, qui permet d'organiser des équipes de travail, etc. Pareil, maintenant, il y a de l'intelligence artificielle dans Notion. Tu peux faire dire rédige une fiche d'emploi pour un office manager. Et là, ça te fait un truc incroyable. Nous, on s'en est servi pour comparer deux technologies. Dis-nous les avantages de Cisco versus Huawei. Et là, ça te fait toute la fiche. Incroyable. C'est génial. Ouais, c'est ça, parce qu'on parlait des craintes légitimes sur les pertes d'emploi, mais c'est aussi des gains de productivité qui sont incroyables pour les boîtes. Enfin, ça va nous faire gagner un temps énorme dans plein de domaines. Et puis toutes ces tâches qui sont quand même assez peu valorisantes en quelque sorte, eh bien, si on ne les fait plus, on fera peut-être des choses plus valorisantes. C'est vrai, c'est vrai. Après, faut aussi se poser la question, parce qu'il y a des gens qui aussi ne sont pas capables de faire des boulots à très forte valeur ajoutée. Donc, alors, il y a un sujet de formation, on va pouvoir probablement tirer le plus de gens possible vers le haut, mais il y a un moment, il y a des gens, ils peuvent pas, quoi. Voilà. Donc, il faudra aussi se demander. Mais c'est vrai la question finalement. Tu as lancé, on va dire l'expression. Est-ce que tout ça va tirer vers le haut la société ? C'est finalement la question qu'on peut se poser. C'est vrai. Dans l'absolu. Est-ce que ça va augmenter notre niveau global, intellectuel, peut-être parce que justement on fera moins de tâches répétitives et peu valorisées. Eh bien, on fera peut-être des choses plus enrichissantes. Peut-être même pour notre loisir et notre plaisir. Oui, mais derrière, ça veut dire qu'il faut avoir toute une réflexion plus globale sur ce que c'est que le travail. Est-ce qu'il faut un revenu universel ? Enfin, tu as tous ces sujets-là qui sont, j'allais dire, en filigrane derrière cette question-là. Et là, on touche du doigt des scénarios de science-fiction. Des trucs en tout cas qu'on n'a pas connus dans la société. Enfin, c'est des changements presque civilisationnels en fait. C'est ce que raconte souvent Elon Musk, qui prend en compte souvent ces éléments-là. Ça va être des questions très importantes à se poser dans les années qui viennent. Il y a ce fantasme de se dire qu'un jour les robots feraient tout et que nous, on ne travaillerait plus et on vivrait en fait du fruit du travail des robots et on serait dans l'oisiveté la plus totale. Lisez Isaac Asimov qui parle très très bien de ça. Et moi, je fais le parallèle avec plusieurs choses. Le cheval qui a été remplacé par la voiture, à l'époque, les partisans du cheval étaient c'est complètement dingue, on va quand même pas remplacer les chevaux, c'est lunaire et machin. Les caisses automatiques dans les magasins qui remplacent également malheureusement les caissiers, mais en fait, c'est vraiment une question de société, c'est-à-dire comment on utilisera ce temps libre et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de notre temps. Et à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle dans cette émission, on reparle aussi de comptabilité, vous savez, des tâches un peu rébarbatives d'entrer des factures dans un tableur. J'exagère, mais pareil, est-ce que le temps passé actuellement à faire ça ne peut pas servir à amener du conseil, amener de la relation, de la même façon que le médecin peut aider son patient, l'expert comptable, en tout cas cette personne qui a changé de métier, qui s'est formée différemment, est-ce qu'elle ne peut pas accompagner la société qu'elle... En fait, est-ce qu'elle ne peut pas augmenter le jus de crâne, finalement ? Exactement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Les experts comptables, ils sont en train de se transformer depuis quelques années en prenant en compte ces problématiques-là, mais ça prend du temps, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on peut s'en lamenter, on peut s'en réjouir, on n'arrêtera pas. Ça sera là. Comme je dis toujours, on n'arrête pas la marée avec une serpillière, et clairement, l'intelligence artificielle, je veux dire, qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas, elle sera là. Et quand on voit avec la vitesse exponentielle à laquelle ça va, on aura sans doute d'autres grosses surprises en 2023. Je pense qu'on a encore rien vu. Voilà. Alors, on a parlé de Google. Il faut parler aussi de Meta, quand même, Anthony, parce que Meta investit énormément sur plein de choses. Alors, peut-être un petit peu moins, là, ces derniers temps, mais en tous les cas, ils ont quand même un sacré savoir-faire en matière d'IA. Et la riposte aussi chez Meta s'organise. Oui, c'est intéressant d'ailleurs, parce que alors ils ont annoncé des suppressions de postes cette semaine. Et donc, 10 000, quand même. Ouais, 10 000. Ça fait 25% de leur effectif en tout depuis. Parce qu'ils ont déjà licencié 11 000 en fin d'année dernière. Ça fait 21 000. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que Zuckerberg, donc, en gros, c'est année de l'efficacité 2023, donc on revient à l'essentiel, à ce qui ramène de l'argent. On arrête les projets qui sont pas très intéressants d'un point de vue financier. Par exemple, ils ont arrêté tout ce qui était dans les NFT, en tout cas temporairement. Donc ils disent ça rapporte pas suffisamment pour l'instant. Par contre, c'est pas super hype, quoi. Enfin, en ce moment, alors ils sont peut-être passés à côté de la vague, mais peut-être que les NFT vont revenir et que Meta s'y remettra à un moment. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent il y a deux choses sur lesquelles on bouge pas. C'est alors j'allais dire le métaverse, mais non, en fait c'est deux le métaverse. C'est l'intelligence artificielle, et deux le métaverse auquel Zuckerberg continue de croire visiblement. Mais
l'intelligence artificielle. Et effectivement, ils ont aussi dans les tuyaux un projet qui s'appelle Llama, qui est même chose, une IA générative, alors qui permettrait aussi de générer des vidéos. Moi, j'ai pas pu la tester. Le truc, c'est qu'elle a fuité sur Internet. Il y a des internautes qui ont réussi, parce qu'elle est accessible pour l'instant à des chercheurs agréés par Meta, qui doivent montrer patte blanche, qui doivent expliquer leur ce qu'ils vont faire avec, etc. Mais il y a des gens, alors est-ce que c'est un chercheur, on ne sait pas trop, mais qui l'a mis en ligne, donc il y a des gens qui l'ont testé. Visiblement, elle est très spectaculaire. Ce que j'ai entendu, en tout cas de ceux qui ont pu la tester, ils ont été bluffés aussi par cette intelligence artificielle. Donc ils sont sur le coup. Google est sur le coup avec Bard aussi. On sait qu'Amazon travaille également sur des projets. Donc là, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, mais on voit quand même que les autres entreprises, comparées à Microsoft et OpenAI, ils vont quand même plutôt, pas à reculons, mais de manière plus prudente, peut-être pour éviter les déboires. Parce que je pense que et puis les enjeux sont immenses en fait pour Amazon, Google et Meta. Peut-être moins pour Microsoft, qui de toute façon rajoute de l'IA à Bing. Personne n'utilisait Bing. Il se dit, ben voilà, de toute façon, allons-y. Qu'est-ce que je risque? Je suis d'accord. Et ça marche. Ça marche. On n'a jamais autant parlé de Bing. Tout à fait. Sérieux. À un détail près quand même, c'est que on en a parlé. Ça dérape parfois. Il y a des raps parfois, elle se montre agressive, elle oui, mais comme c'est comme l'outsider, c'est pas très grave. C'est moins grave. Ouais. Ils sont là, c'est un peu le bac à sable du moteur de recherche. Et ça leur va très bien pour l'instant. Je suis d'accord. C'est intéressant. On a terminé là-dessus. Il nous reste quelques minutes parce que dans l'actualité, il y a aussi, alors vous le savez, c'est ce projet de masque de réalité mixte chez Apple. En théorie, devrait sortir cette année, en 2023. En tout cas, on devrait avoir dans les semaines ou les mois qui viennent des informations. On lit toujours un petit peu au conditionnel parce que voilà, on ne parle pas à la place d'Apple, on ne se permet pas, mais on a quand même des petites bribes d'informations. Et c'est intéressant parce qu'on en sait un peu plus sur la bataille interne chez Apple concernant ce projet, qui est un énorme projet. C'est un énorme projet parce que c'est le premier nouveau produit, entre guillemets, depuis l'Apple Watch. Nouvelle gamme de produits, vraiment. Et alors, ce qu'on apprend, alors c'est le Financial Times qui a fait un long papier d'enquête là-dessus, très intéressant, c'est que, en gros, alors, a priori, il devrait sortir cette année, ou en tout cas être présenté cette année, mais parce que Tim Cook pousse envers et contre tous en interne pour que le casque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une bataille en interne, une sorte de guerre culturelle et une guerre de clans entre d'un côté les ingénieurs et de l'autre les designers. Et d'un côté Tim Cook qui pousse pour que le casque sorte avec les ingénieurs et les designers qui, eux, depuis des années, disent non, la technologie n'est pas prête. En gros, ces casques, ils sont encore trop gros, trop encombrants. Il faut attendre, et c'est le nerf de la guerre, et c'est ce que dit aussi Zuckerberg d'ailleurs, la miniaturisation des composants, histoire qu'on puisse avoir des casques qui sont pas plus gros que des lunettes, en gros. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on devrait pas sortir le produit. Et c'est un problème qui date en fait d'il y a plusieurs années. C'est-à-dire, faut comprendre que chez Apple, le design, c'est un état dans l'état. C'était Johnny Ive à l'époque, et le fils spirituel de Steve Jobs. Alors, il a quitté l'entreprise depuis plusieurs années, mais il y a cet esprit-là qui reste. Il y a une culture du design qui fait aussi, qui est l'une des forces d'Apple. Exactement. Mais du coup, sur ce produit-là, plus que sur n'importe quel autre, visiblement, c'est très très compliqué. Et Tim Cook, lui, il a d'autres enjeux, parce qu'il veut que ça sorte, parce qu'effectivement, il y a des enjeux financiers, il faut qu'Apple sorte des nouveaux produits, et il veut aussi en faire une sorte d'héritage personnel. C'est-à-dire, il veut rester, il va peut-être pas rester éternellement. Il est plutôt jeune, Tim Cook. Non, c'est ça. Et je crois qu'il avait laissé entendre qu'il passerait pas, qu'à la fin de la décennie, il serait parti ou quelque chose comme ça. Donc, il veut qu'il y ait des nouveaux produits et imprimer sa marque, d'une certaine manière. Donc, il pousse un peu. Qu'il ait sa petite statue à côté de celle de Steve Jobs. Exactement. Le musée. Il l'aura pas volé, parce qu'il a fait du boulot, Tim Cook, quand même. Oui, mais c'est vrai qu'il a fait du boulot, mais il a pérennisé le modèle, il a augmenter le modèle, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'innovation technologique majeure depuis qu'il règne sur Apple. Et c'est peut-être ça qui doit un peu le frustrer. Je pense. En fait, le travail de Tim Cook, c'est aussi beaucoup de travail qui n'est pas visible directement par le consommateur final. C'était l'amélioration de la chaîne de production, de la capacité à estimer à quelle date je peux te livrer ton produit, etc. C'était sa spécialité à l'ère Steve Jobs, déjà. Et ce sont des machines. C'est une des sociétés les plus fortes au monde pour faire ça. C'est-à-dire, tu vois, ils sont capables de produire des millions de téléphones et de te dire, tu recevras le tien demain, tu recevras machin, de les livrer partout à travers le monde, de les fabriquer dans plusieurs usines. Ils sont extrêmement forts. C'est beaucoup moins visible pour nous, parce que nous, on se dit, bah oui, c'est normal que quand j'achète mon téléphone, il arrive demain. On est habitué par Amazon. Et en fait, c'est une putain de truc de génie. Et aussi, ils ont quand même, tu vois, sur le design industriel, sur la façon de faire les produits, enfin, on est passé à l'étape du dessus. Quand tu vois un ordinateur Apple ou un téléphone aujourd'hui, le niveau de finition est complètement dingue. C'est très dur à faire. Il y a un vrai truc industriel qui se faisait aussi avec Hive. Donc,
il a transformé Apple, clairement, mais pas par un produit. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Visiblement, c'est le boss, donc c'est lui qui signe la fin de la récré. Hein. Il a le dernier mot, a priori. Je pense qu'il doit taper du poing sur la table en disant je crois que ça fait 7 ans qu'il travaille sur un masque de réalité augmentée, donc ça a dû coûter des milliards, et je pense qu'il veut aussi lancer son produit. Il doit estimer qu'il est prêt. On sait que lors de différentes interviews, il est passionné par ce sujet-là, il y croit beaucoup. Tu as raison, je pense que c'est aussi un défi personnel. Hein. Il veut lancer ce produit-là. Pour notre plus grand bonheur, espérons qu'on soit bluffé. On a tous hâte de le voir, en tout cas, ça c'est clair. Et puis il y a eu pas mal de fuites de code source Apple qui mentionnent Reality OS, qui serait l'OS, le système d'exploitation de ce casque. Donc effectivement, peut-être que peu à peu, Apple pose les briques qui vont permettre à ce système de fonctionner le jour de sa sortie sur tous nos appareils. Ouais, c'est passionnant, toutes ces histoires. On se croirait dans une fiction, finalement. Mais c'est ça. Mais t'imagines vraiment être en interne chez Apple et voir un peu toutes ces guégas. Enfin, ça doit être hyper intéressant. Incroyable. Vraiment, c'est un état dans les. Enfin, c'est vraiment, c'est presque un pays, quoi, si tu veux. C'est Game of Thrones. C'est ça. Et bien voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Encore une fois, passionnant de dialoguer sur l'actualité en votre compagnie. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Anthony Morel, donc, sur BFM Business et RMC tous les jours, et dans De quoi je me mêle aussi tout le week-end. Et Gonzague d'Ambricourt. Merci beaucoup, Gonzague. Plaisir. Bouche cousue se porte bien. Bouche cousue se porte bien. Voilà, le roi du Wi-Fi, c'est Bouche cousue. Et vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous donner quelques conseils pour bien choisir votre smartphone si votre budget ne dépasse pas 500 €. On en parle avec Lionel Costa. Tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.